Il aura fallu attendre 13 ans pour voir la puissance de son moteur évoluer de 15 chevaux, malgré 2 facelifts en 2015 et en 2019. Jamais la puissance du moteur de la Versys 1000 n'avait été revue. Et c'est avec cette nouvelle génération de Versys 1100 que cette puissance augmente de 15 chevaux. Toujours pas de boîte automatique, contrairement à certaines de ses concurrentes japonaises comme Honda et Yamaha. Kawasaki fait le pari de la boîte de vitesse mécanique. Est-ce qu'elle a encore des chances de s'imposer dans ce segment ultra prisé et très concurrentiel des gros trails qui sont évocateurs d'aventure, de voyage, de liberté? Je vais bien sûr vous détailler tous ces équipements, sa fiche technique, ses technologies. J'irai faire un tour sur la route pour vous partager mes sensations sur son comportement routier. Et puis je conclurai la vidéo avec ses qualités, mais aussi ses défauts pour que vous puissiez tout connaître sur cette nouvelle Versys 1100. Et puis surtout, je la comparais à toutes ses concurrentes pour répondre à ces questions. Abonnez-vous sur YouTube, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu et abonnez-vous aussi à mes comptes TikTok et Instagram. Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes fan de voyage? Cette vidéo, elle est faite pour vous. On est sur un modèle SE que je vous présente dans cette vidéo, donc pour Special Edition. Et surtout, celle-ci, elle est équipée du pack Grand Tourer qui est facturé 2250 €. Je vais commencer par vous détailler l'avant de cette moto. Avec ses rétroviseurs en plastique noir, bulles ajustables manuellement pour améliorer la protection contre le vent. On a des protègements en plastique noir qui sont de série, qui offrent une protection un peu plus élevée contre le vent notamment. Et ça contribue bien sûr davantage à son confort. Clignotants à LED qui sont déportés juste en dessous de l'inscription Versys. On a des projecteurs avant full LED avec un look agressif qui sont inspirés de la gamme Ninja. Des feux dynamiques en virage à LED qui sont de série avec une triple lentille. Ils sont déportés et assez bien intégrés d'ailleurs au carénage. Et ils s'activent en fonction de l'angle d'inclinaison de la moto. Ça c'est assez marrant d'ailleurs quand vous êtes dans l'obscurité. On a des feux longue portée à LED sur notre modèle qui sont situés juste en dessous. Fourche inversée Showa de 43 mm avec un réglage manuel de la précharge. En revanche, la détente et la compression sont contrôlées électroniquement. Ça c'est pas mal. Et le garde-boue avant, il est assez court, assez sportif, en noir brillant. C'est un mix visuellement entre une sportive de la gamme Ninja et puis un trail. Et je trouve que la prise de risque esthétique est assez réussi. Pneus Bridgestone T31 avec des jantes de 17 pouces. Sur le système de freinage, on a un double disque semi-flottant de 310 mm sur l'avant avec étrier à 4 pistons. Monobloc à montage radial. Et sur l'arrière, un simple disque de 260 mm. Au passage, d'ailleurs, c'est 10 mm de plus par rapport à l'ancien millésime. Et avec un étrier flottant mono-piston. On a un protège-carter grâce au pack Grand Tourer qui est en plastique noir à haute densité. Un cadre en aluminium noir à double tube. Réservoir 21 litres. Ça, c'est vraiment bien pour le voyage. Selle noire de série qui est assez large et confortable. J'y reviendrai sur la partie de l'essai routier. Hauteur de selle 84 cm et 82 cm avec la selle basse. Il faut savoir que les selles du pilote et du passager sont dotées d'un rembourrage qui est assez épais, qui est en uréthane pour offrir un confort suffisant pour passer de longues heures sur la route. Et là aussi, je vous donnerai mes sensations et mon retour d'expérience sur 2 jours à son guidon. Poignées de maintien noir pour le passager qui sont assez larges. Repose-pied en alu plus caoutchouc noir pour le pilote et le passager. Et au niveau des couleurs, vous avez le blanc et noir avec des inserts verts. Vous avez le gris et noir avec insert vert. Béquille centrale de série. Et puis on a un silencieux qui est positionné assez bas avec un look assez raccourci et assez ramassé. Et je trouve que quand on regarde la moto de côté, elle a des lignes acérées, assez sportives. Et je trouve que ça change des modèles de trail avec des designs assez ronds. On a avec le pack Grand Tourer les balises à fixation rapide qui font 28 litres chacune. Et puis on a ce top case aussi avec le pack Grand Tourer qui lui vous propose un volume de chargement de 47 litres tout de même. Suspension arrière à montage horizontal de type backlink avec un amortisseur BFRC. Rebond et précharge ajustables manuellement et vous avez la compression qui est contrôlée électroniquement. Feu arrière full LED intégré à l'arrière de la moto, et d'ailleurs assez sympa. Support de plaque en plastique noir, plutôt long qui intègre les clignotants. Garde au sol 15 cm et poids 259 kg sur la balance. Alors c'est vrai que ces motos, on va pas se mentir, c'est plus fait pour le voyage sur du bitume et de l'asphalte que sur des routes avec de la terre, de la boue, etc.
259 kg, ça commence à faire. Je la comparais aussi en fin de vidéo par rapport à ses concurrentes, mais vous allez voir qu'elle se positionne plutôt bien. C'est vrai que ce sont des motos avec lesquelles on cherche plus de l'aventure sur route qu'en tout terrain, en off-road. Et c'est pour ça que ce genre de pack est, selon moi, assez pertinent lorsqu'on achète ce genre de moto, surtout avec ces valises à fixation rapide. Là aussi, hein, c'est un point qui est très important. Il y a certains modèles de trail, et moi j'en avais fait les frais avec deux modèles que j'avais eu, où les fixations des valises étaient un petit peu complexes. Bon, là, vous l'enlevez en quelques secondes. Et surtout, vous avez une capacité d'emport qui est assez élevée, hein, 2 fois 28 litres, plus 47 litres. Ça commence à faire, en gros, vous pourrez partir 15 jours en vacances, à condition, bien sûr, de ne pas amener toute votre garde-robe et toutes vos chaussures, parce que là, ça va être compliqué. Mais on peut voyager sans aucun souci. Et puis, surtout, si c'est pas encore suffisant, vous pourrez toujours caler un sac imperméable de voyage qui pourra occuper tout l'arrière de la moto. Ça, ce sont des sacs que vous pourrez trouver sur internet, avec lesquels vous pourrez facilement ajouter au moins 60 litres de contenance. Donc au total, vous pourrez avoir près de 150 litres sans aucun souci avec ce type d'équipement. Donc le voyage, clairement, avec le pack Grand Tourer, c'est possible. Sur le moteur, 4 cylindres en ligne 4 temps à refroidissement liquide, injection électronique. Augmentation de la cylindrée qui est maintenant à 1099 cm3, c'est 56 cm3 de plus sur cette version 1100 par rapport à la Versys 1000. Augmentation bien sûr de la puissance qui passe de 120 à 135 chevaux, plus 15 chevaux quand même. Et augmentation du couple, plus 10 Nm qui culmine maintenant à 112 Nm. Et ça on le ressent, je vais y revenir hein, dans la partie de l'essai routier. Alors l'augmentation du couple, elle est possible grâce à la présence et à l'installation de conduits d'admission centraux qui sont plus longs de 45 mm. On a une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports avec un shifter bidirectionnel up and down qui est de série. Ça c'est aussi un très bon point, pas besoin de piocher dans le catalogue des options, contrairement à certaines de ses concurrentes. Aussi également point important, la consommation annoncée par Kawa, 5,6 litres au 100 km selon Kawasaki en mixte, donc vous pourrez faire avec la taille du réservoir de 21 litres environ 370 km. Et enfin, on a un embrayage multidisque à bain d'huile. Bon, ça commence à être quelque chose d'ultra démocratisé en 2025 sur ce type de moto. Sur son prix de base de la version 1100S de la Versys, 15 699 €. La version SE, elle s'affiche à 17 799 €. Et avec le pack Tourer, c'est-à-dire celle que je vous présente, sur la Versys 1100 SE, on arrive à 20 049 €. Et quel que soit le modèle et la finition que vous choisirez, la moto, elle est garantie 4 ans. Gage quand même de sécurité pour les propriétaires qui l'achèteront neuve. Sur le poste de pilotage contour à aiguille, à gauche, de l'écran couleur TFT de 4,3 pouces avec connectivité smartphone grâce à l'application Rideology de Kawasaki que vous pourrez installer sur votre smartphone, et vous avez la mise à jour 2025 avec laquelle vous pourrez interagir vocalement avec le système. Ça c'est vraiment pratique hein, quand vous êtes en moto, pas besoin de vous arrêter, vous avez juste à déclencher la commande vocale. Un guidon qui est plutôt haut et large, je vais y revenir hein, dans la partie de l'essai routier hein, pour vous donner mes sensations. Pas de keyless, ça c'est dommage. Sur la poignée de droite, on a le démarrage et le coupe-circuit. Le bouton Select aussi, hein, qui est juste ici. Et sur la poignée de gauche, vous avez accès à la commande de poignée chauffante de série. Navigation dans l'écran d'instrumentation. Les modes de conduite. Il faudra que vous teniez en fait enfoncé le bouton mode pour changer vos modes de conduite sur l'écran d'instrumentation. Là, je suis en range, je passe en road, je maintiens, je passe en sport, je maintiens et rider. Régulateur de vitesse de série avec les commandes qui sont juste ici. Warning. Les clignotants qui sont juste ici et bien sûr le klaxon qui est en dessous. Dommage qu'il n'y ait pas d'équilibre de commande entre la poignée de droite et la poignée de gauche. Vous n'avez rien sur la poignée de droite et vous avez toutes les commandes sur la poignée de gauche. C'est pour le coup assez ergonomique, donc pas très difficile à utiliser. C'est aussi bien sur la sécurité, hein. On reste uniquement sur l'accélérateur et le frein à droite, hein, vous allez me dire. Prise USB-C, enfin. Ils ont compris qu'en 2025, ça c'est vraiment bien, hein, pareil, hein, vous pourrez connecter votre smartphone que vous positionnerez ici avec la prise USB-C qui est juste sur la gauche. Ça c'est hyper bien vu de leur part. On a une prise 12 volts aussi, qui est juste ici, à côté du contour, avec une protection en caoutchouc qui est de série. Et il y a un pad de réservoir avec le logo Kawasaki sur notre modèle, grâce au pack Grand Tourer qui est en résine gel qui protège la peinture des rayures et l'usure quotidienne, hein, notamment avec vos fermetures éclair quand vous vous penchez sur le réservoir. Et vous êtes en train par exemple de régler votre smartphone, ça évitera d'abîmer le réservoir en noir brillant. Quand vous appuyez sur le bouton Select sur le commodo de droite, vous avez accès à pas mal de fonctionnalités que vous pourrez régler, hein, notamment sur la puissance moteur. Ensuite le KTRC, j'y reviendrai hein, sur ces termes assez techniques, le KECS,
qui sont des technologies développées par Kawasaki, hein, d'où le K en début de mot. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez appliquer ces réglages à votre moto. Alors ce qui est pas mal, vous avez avec la fonction préload la possibilité, en fonction du chargement de votre moto, avec des bagages, avec un passager, de régler la préload, la précharge en français. Il faut juste faire un appui long. Et là, vous passez de un conducteur à un conducteur avec bagage, à un conducteur, un passager plus bagage. Et ça va bien sûr changer la précharge et le réglage de vos suspensions. Le KECS, c'est le Kawasaki Electronic Control Suspension, qui est sur notre version SE. Alors le principe, il est simple. En gros, vous avez plusieurs capteurs, plus une centrale inertielle, plus un module électronique d'injection qui transmettent en temps réel des informations à la moto pour ajuster électroniquement l'amortissement en fonction de la conduite. En gros, vous avez un contrôle qui s'effectue par une électrovanne à commande directe pour un temps de réaction qui est instantané. Donc ce qui est bien, c'est que les décélérations, elles sont aussi prises en compte. Ça permet de gérer la plongée au freinage et c'est réglable sur 3 niveaux. Vous avez juste à appuyer sur le bouton Select et ensuite, avec le commodo de gauche, vous choisirez entre Hard, Normal et Soft, selon vos préférences et vos envies. Vous avez aussi le KTRC, avec là aussi plusieurs réglages disponibles et vous pouvez même le désactiver. C'est le Kawasaki Traction Control, donc le contrôle de traction. Donc 4 niveaux de réglage avec la possibilité de le déconnecter en off. Donc là aussi, on a des capteurs qui contrôlent en permanence les vitesses de rotation des roues avant et arrière de votre moto. Et en gros, quand il détecte un patinage, il va réduire la puissance du moteur pour que la roue arrière reprenne l'adhérence nécessaire à la stabilité de la moto. Et ce KTRC, il va agir sur le volume d'air admis par l'intermédiaire des papillons secondaires. Donc en gros, la quantité de carburant admise et l'allumage. Et c'est grâce à ça que le système il est peu intrusif et on a un ressenti qui est assez naturel sur la modulation de la puissance. En gros, le mode 1 et 2, pour être très précis, là ils sont prévus pour des conditions optimales. Donc en gros, ils vont maximiser la motricité de la roue arrière pour des accélérations assez appuyées et fortes en sortie de courbe. Et le mode 3, là il va être idéal sur route mouillée. Et si vous voulez désactiver, bon là, attention, ce sera notamment pour une utilisation vraiment très engagée. Il y a un autre système, par contre, vous ne pourrez pas le régler via cet écran, c'est le Kawasaki Cornering Management Function. Ça, c'est un système qui va surveiller les paramètres du moteur et de la partie cycle tout au long d'un virage et qui va moduler la force de freinage et la puissance moteur pour lisser la transition, accélération, freinage, puis la remise des gaz. Donc en gros, le résultat, c'est que ça vous aide à suivre parfaitement la trajectoire souhaitée tout au long du virage. Il y a aussi l'IMU, un nouveau module de mesure d'inertie qui va agir sur 6 axes. Donc le résultat, c'est que vous aurez une meilleure efficacité, une meilleure gestion des aides au pilotage selon l'angle, l'accélération et le freinage appliqué pour bien sûr améliorer votre expérience de conduite. Autre technologie, le KIBS pour Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System. C'est le premier système de freinage monté de série à combiner les actions de l'ABS et de l'ECU. Le principe, en gros, il est assez simple. Vous allez voir, en plus de la vitesse de rotation des roues avant et arrière, ce système, il va prendre en compte la pression dans l'étrier de frein, la position du papillon d'admission des gaz, le régime moteur, l'action sur l'embrayage et la vitesse sélectionnée pour déterminer quelle est la pression idéale à appliquer aux étriers de frein avant. Donc le résultat, il est assez évident. En gros, les pertes de pression hydraulique qui sont habituellement observées sur les systèmes standards, elles sont évitées et la tendance au relevage de la roue arrière lors des phases de freinage appuyé, elle est supprimée. On a le Quick Shifter bidirectionnel de série, le Kawasaki Quick Shifter, avec une plage de régime plus large sur cette version 100 SE. Le régime minimum pour utiliser le shifter, il passe de 2500 à 1500 tours minute seulement. Donc vous avez des changements de vitesse en douceur, même à vitesse réduite. Et ça améliore là aussi la douceur d'utilisation de cette moto. Le 5e et 6e rapport, ils sont plus longs. Donc on peut rouler un régime moteur inférieur sur autoroute, ce qui s'ajoute au confort de conduite et réduit la consommation de carburant. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. Déjà, avec ces suspensions électroniques, on arrive à avoir une progressivité dans le confort, dans les changements d'angle, surtout dans la prise en main, hyper agréable pour ceux qui hésitaient encore jusqu'à maintenant à passer sur des trails à grosse cylindrée. Je pense que celle-ci, elle va vous réconcilier avec ceux qui pensaient que les gros trails de plus de 1000 cm3 étaient quasi inconduisibles. On a la douceur d'une moto beaucoup plus légère et surtout, elle ne fatigue pas. Quels que soient les rythmes que vous pourrez mettre et quelles que soient les routes sur lesquelles vous pourrez évoluer,
la moto ne fatigue pas du tout. C'est vraiment un super bon point. Et puis surtout, vous pouvez régler les suspensions sur plusieurs niveaux de paramètres différents. Ce qui fait que tantôt vous pourrez avoir beaucoup de souplesse, tantôt vous pourrez avoir beaucoup de fermeté. Ça dépendra de ce que vous souhaitez sur votre Versys 1100 SE. Donc c'est quand même un point qui est primordial pour ceux qui veulent beaucoup voyager, avoir une moto qui est confortable, quelles que soient les conditions de conduite et quelles que soient les envies surtout du pilote. Deuxième point, la protection. Même avec de la pluie comme aujourd'hui, on se sent assez bien protégé. Et surtout, on ne ressent pas de sensation de froid, même avec des températures qui sont plutôt basses. Donc la bulle protège bien à condition bien sûr de l'avoir réglée correctement. Alors il faudra vous arrêter pour la régler correctement. On a le shifter up and down. Ça c'est vraiment bien, extrêmement doux aussi à l'utilisation. Regardez plutôt. Voilà, c'est vraiment génial. Alors là, il se fait aussi avec beaucoup de douceur. On voit que Kawasaki a quand même mis un point d'honneur à lui apporter un agrément de conduite qui plaira à ceux qui veulent aussi rouler cool. Il n'y aura pas que les excités de la poignée droite qui vont apprécier cette moto. Et ça se ressent même dans le paramétrage du shifter qui apporte beaucoup de progressivité et de facilité à l'utilisation. Et on en vient même très souvent à rythme cool à n'utiliser que le shifter up and down et on oublie cet excellent embrayage multidisque à bain d'huile d'ailleurs, qui lui aussi, pour ceux qui sont des aficionados du levier d'embrayage, et vous verrez que là aussi vous aurez du mal à avoir des crampes dans votre main gauche, parce qu'il est extrêmement souple et facile à utiliser. Sur la position de conduite, elle est extrêmement naturelle. J'ai trouvé que on avait déjà, de par la présence d'une bulle qui protège bien, mais aussi un guidon qui est un petit peu haut et large, et une selle extrêmement moelleuse et large, et bien positionnée en termes de hauteur. La position, elle est vraiment sans reproche. Je pense que sur une moto, c'est compliqué de faire beaucoup mieux, à part peut-être si vous passez sur une énorme routière qui coûtera 2 fois le prix de cette Versys 1100. Mais la position de conduite est selon moi parfaite et sans reproche. C'est souvent le cas sur des trails, même des trails concurrents. Mais alors celle-ci, là où elle fait vraiment la différence, c'est sur le confort de la selle. On a un confort de selle qui est optimisé. Vous n'aurez même pas besoin de vous faire une selle sur mesure. La selle de série, elle fera largement le boulot. Sur le système de freinage, alors beaucoup de mordants au freinage. Très grosse puissance, j'ai trouvé. Même si la moto est lourde, le système de freinage, il vous met en confiance assez rapidement. Et là aussi, on ne se fait pas surprendre par son efficacité, même à pleine charge. Ce système de freinage, je pense qu'il sécurisera ceux qui hésitent encore à prendre des motos avec autant de cylindrées. Parce que les vitesses que vous prendrez avec, je peux vous assurer, ça arrive très vite, ça défile. Le paysage à une vitesse folle. Le moteur est plein à tous les régimes, il est très volontaire. Et surtout, l'augmentation de puissance par rapport à la version 1000 se fait ressentir. Pour ceux qui ont eu la 1000 et qui ont essayé ou qui ont acheté la 1100, je pense que vous confirmerez mes dires là-dessus. Parce que moi, ça fait 1 an que j'avais pas essayé la 1000 et j'ai ressenti immédiatement une différence hyper marquée. Sur la consommation de carburant, vous ferez entre, on va dire, 300 et 350 km, peut-être un petit peu moins que ce qui est annoncé par Kawasaki. Mais c'est une moto avec laquelle vous traverserez la France avec, on va dire, peut-être 2-3 stops, sans aucun souci. Plutôt 3 que 2 d'ailleurs en passage. Et les montées en régime sont vraiment sympas. Bon là je fais gaffe, je suis quand même sous la pluie, mais regardez plutôt. Là si je me mets en 4ème, je vais me mettre en 4ème à environ 4000 tours minute. J'ai un rupteur qui est à 10 000 et on va voir ce que ça donne. Ouais, elle est hyper volontaire, c'est assez fou. Et surtout avec ces rétrogradages et passages de vitesse qui sont hyper rapides et doux. Il n'y a pas d'à-coup comme sur une boîte de vitesse robotisée. Donc on est clairement sur du semi-automatique. Et je pense que c'est un bon compromis par rapport aux tarifs et aux équipements de la moto. Je vais y revenir en fin de vidéo.
Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Kawasaki Versys 1100 SE. Un peu mieux équipé que la version S. Alors déjà, pas mal de défauts, vous allez voir. Un design qui évolue peu entre la 1100 et la 1000, faut quand même le reconnaître. Il faut avoir un œil très averti pour voir les différences. Premier point. Ensuite, pas de keyless proposé. Vous n'avez pas de boîte automatique, même en option proposée, contrairement à certaines de ses concurrentes japonaises, mais aussi allemandes, au passage. Pas de selle chauffante proposée. Et j'ai trouvé que le réglage manuel de la bulle n'était pas des plus pratiques. C'est pas compliqué, il ne faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai que souvent, si on passe d'une petite route ou d'un espace urbain à une autoroute, on a envie de pouvoir le changer rapidement en fait, et le régler rapidement, ce petit pare-brise, et il faudra quand même s'arrêter pour le monter ou le descendre. Heureusement, je vous rassure, pas mal de qualité déjà. Alors le confort de la moto, enfin, il y a des constructeurs qui comprennent que c'est important, le confort de la selle. La selle, elle est large, elle est moelleuse. La position de conduite, elle est très naturelle, notamment avec ce guidon qui est haut et large. On se sent bien immédiatement sur cette moto. Et puis en plus, Kawasaki a rajouté des suspensions électroniques avec un réglage de la préload, la précharge, en fonction du poids que vous aurez sur la moto. Et ça joue énormément sur le confort et l'expérience de conduite. Malgré un réglage un peu fastidieux de cette bulle, on a une très bonne protection là aussi. Donc tout ça, ces trois éléments font que on a envie de rouler et de rouler loin et longtemps avec ce trail de 1100 cm3 de cylindrée. Une moto qui est tout de même très bien équipée de série. Poignée chauffante, prise 12 volts, prise USB-C, ça c'est un bon point. Aussi avec le pack Grand Tourer, là vous avez une capacité d'emport considérable et énormément d'équipements, de technologies qui sont de série et qui améliorent sa sécurité. Tout ce que je vous ai cité entre le traction control, les suspensions, vous avez aussi l'éclairage en virage, qui apporte beaucoup plus de sécurité quand vous êtes sur des petites routes qui ne sont pas forcément balisées au sol ou avec des éclairages extérieurs. Ça vous permet d'évoluer sans avoir de l'appréhension quand vous êtes en pleine obscurité. Et dernier point, dernière qualité, c'est la souplesse de son moteur et l'augmentation de puissance qui est quand même assez marquée et qui est perceptible, même pour une personne comme moi. Conducteur lambda en termes de niveau, je ne suis pas un professionnel, loin de là, et même avec mon petit niveau de motard, j'ai vu immédiatement la différence entre la 1000 et la 1100. Donc, comme quoi 15 chevaux de puissance, 10 Nm de couple, ça se ressent vraiment à son guidon immédiatement, et il y a quand même une expérience de conduite qui est plus valorisante pour le conducteur que sur la 1000 cm3, et ça c'est un très bon point. On voit souvent des évolutions moteurs qui sont peu marquées, là au moins avec cette nouvelle 1100, il y a une différence. Est-ce que cette nouvelle 1100 Versys va pouvoir continuer à se vendre correctement, mais surtout est-ce qu'elle a des chances de s'imposer dans ce segment ultra concurrentiel des trails de grosses cylindrées face à des concurrentes aux dents ultra acérées, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que c'est le segment, du moins en France, pas forcément le plus concurrentiel, mais dans lequel il y a énormément de constructeurs qui essayent de se lancer. Les volumes ne sont pas aussi gros que sur des cylindrées plus petites, des 500 ou 600 cm3, mais tout de même, quand je vois par exemple BMW avec ses GS, qui est toujours dans le top 5 des motos de plus de 125 cm3 les plus vendues en France. Et pourtant, les prix sont élevés et pourtant, les listes d'options sont extrêmement longues. Malgré ça, ça continue d'intéresser énormément de monde. Même sur 2024, quand on voit qu'entre les Versys 1000 et 1100, il s'en est vendu 860 sur le territoire français, ce sont des modèles qui, malgré leur prix, leur niveau tarifaire, plaisent énormément pour en vendre autant dans l'Hexagone. Alors j'ai pris plusieurs critères pour répondre à ces questions de manière précise, pour que vous puissiez vous faire une idée exhaustive du marché et de ses concurrentes. Premier critère, le design. Sur le design, elle a peu évolué par rapport à la 1000 et face à la Yamaha Tracer 9, à la GSX S1000GX et à la Honda NT 1100 et aussi face à la GS, on va dire qu'elle se bat à armes égales. Après, ce sera une question de goût. Moi, à titre personnel, c'est pas ma préférée en termes de design. J'aime bien la Honda NT 1100 qui, je trouve, a moins ce look de baroudeuse, ça c'est clair. Et elle a des lignes peut-être moins acérées, mais c'est un peu plus consensuel. Mais ça, c'est une question de goût. Après, à vous de choisir entre la sportivité et la sobriété. Moi, je suis plus moto sobre.
sur ce type d'engin à deux roues. Donc sur le design, moi je la mettrais en deuxième, peut-être en troisième position, parce que la GS aussi 1300, la nouvelle est pas mal, mais je la mettrais pas en première position. Sur ses performances, 135 chevaux, c'est moins que la Suzuki GSX S1000GX qui fait 152 chevaux, c'est moins que la nouvelle 1300 GS qui fait 145, mais par contre c'est beaucoup plus que la Honda NT 1100 qui a 102 chevaux et que la Yamaha Tracer 9 qui elle a 119 chevaux, mais c'est un 3 cylindres. Sur son prix, 15 699 € en prix de base. Là c'est moins que la Suzuki GSX S1000GX qui est à 18 099 €, mais c'est plus que la Honda NT 1100 qui a 14 749 et que la Yamaha Tracer 9 qui a 12 499 €. Et en revanche, c'est vrai que c'est moins que la BMW 1300 GS qui est à 21 300 € hors option. Et vous le savez, hein, chez BMW, on peut facilement atteindre les 25, 26, 27, voire 28 000 € pour avoir un niveau d'équipement équivalent à cette Versys 1100 SE. Alors, il faut savoir que même en version SE, hein, elle reste moins chère que la Suzuki. Hein. La NT 1100 DCT avec suspension électronique, elle est à 16 749 €, mais elle est beaucoup moins puissante et moins sportive, tandis que la Tracer 900, elle sera bien moins équipée de série. Il faudra se diriger vers le Tracer 9 GT qui a 15 699, voire le GT Plus qui a 18 999 pour avoir le même niveau d'équipement que la Versys. Donc au final, elle se place assez bien en termes de tarifs. Sur le poids, 259 kg, c'est plus que la Suzuki, que la Honda et que la Yamaha Tracer 9 qui est hyper légère, 219 kg, mais 232 kg pour la GT Plus avec la transmission automatique, et c'est aussi plus que la 1300 GS avec ses 237 kg. Donc c'est la plus lourde de sa catégorie, mais la bonne centralisation des masses fait qu'on ressent pas trop le poids dès qu'on commence à rouler et même lors des manœuvres, heureusement d'ailleurs. Et sur la consommation, 5,6 litres au 100, donc c'est moins que la Suzuki, mais c'est plus que la Honda NT 1100, que la Yamaha Tracer 9 et aussi que la GS qui est en dessous des 5 litres selon BMW. Donc vous parcourrez moins de kilomètres avec sa concurrente directe, la Suzuki. En revanche, les autres arrivent à être un petit peu plus sobres, faute sans doute au poids qui est un tout petit peu plus élevé. Après, vous pourrez vous consoler aussi avec un niveau d'équipement de série qui est plus élevé que ses concurrentes. C'est toujours bien de voir tous ces critères, de comparer les motos. Ça vous permet d'avoir, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, une vue précise et exhaustive de ce modèle dans le marché dans lequel il s'inscrit et il est commercialisé. Donc elle n'est pas parfaite cette Versys 1100 SE, mais elle a quand même beaucoup de qualités. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'expérience de conduite et son confort qu'elle vous apporte. Déjà, c'est hyper doux à conduire comme moto, c'est facile, la prise en main elle est immédiate, contrairement à certaines de ses concurrentes. On a, malgré l'absence de boîte de vitesse automatique, un embrayage qui est extrêmement doux et souple. Donc au niveau de la main gauche, vous n'aurez vraiment pas de souci là-dessus. Mais moi, ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est le confort entre les suspensions électroniques et le confort de la selle. Ils ont vraiment tapé dans le mille. Et puis surtout, on a une très bonne protection au niveau du buste. Moi qui suis assez grand, je fais 1m88, je vous le rappelle. J'ai trouvé que la bulle était bien pensée. Elle est pas très haute. Il y a des bulles qui sont plus hautes, mais elle est bien large et elle vous protège vraiment tout le buste et le bas du casque. Et l'air est assez bien renvoyé sur les côtés. Et du coup, on ne ressent pas de contrainte, même lorsqu'on roule à une vitesse assez élevée. Bien sûr, en respectant les limitations de vitesse, vous le savez. Autre point, elle est super sécurisante. Là, ce matin, on était sur des routes avec de l'eau. On a eu une petite pluie, un petit crachin. Et même quand on commence à se mettre en mode sport, on met un peu de rythme. La moto vous met vraiment en confiance avec notamment le traction control, toutes les aides et les technologies de conduite qui sont intégrées de série dans cette Versys 1100 SE. Je pense pas que ce soit la plus performante, c'est pas la plus légère, c'est pas nécessairement la plus agile, mais en termes de confort, à mon avis, elle est clairement dans le trio de tête de sa catégorie des motos que je viens de vous citer. C'est une moto qui apporte énormément de polyvalence, c'est un package global entre l'expérience de conduite, le confort, la sécurité, la consommation et sa capacité d'emport qui fait d'elle un bon trail, une moto qui est ultra pertinente dans son segment. C'est pas la meilleure sur les accélérations, c'est pas la meilleure sur le freinage et l'agilité, mais honnêtement, il y a quand même peu de différence, faut pas non plus exagérer. Ça reste une moto, et ça j'aime bien le dire, elle répond parfaitement en fait aux attentes des clients de cette catégorie. Quand on achète un trail, moi j'ai été très friand, et je le suis encore des trails, j'en ai eu 5. En fait, moi je suis pas un pilote, donc difficile de dire par exemple qu'est-ce que ça donne pousser à ses limites sur route.
Moi, je suis incapable de le faire, hein, comme c'est pas du tout mon métier d'être pilote, et encore moins d'être pilote sur route ouverte. Moi, ce que je recherche quand j'achète un trail, c'est du confort, une bonne protection, une capacité d'emport qui soit nécessaire, et surtout de la sécurité. Et en fait, elle rassemble tout ça, et elle le fait très bien. C'est vraiment le confort et l'expérience de conduite qui m'ont marqué après 2 jours à son guidon. Et après tout, c'est tout ce qu'on cherche dans cette catégorie. Est-ce qu'elle va pouvoir trôner à la première place? Difficile à dire parce que vous le savez, en France, il y a BMW qui est très présent dans ce segment avec une aura complètement folle, hein, il faut le reconnaître hein, quand même. Déjà, on le voit sur les chiffres de vente, mais c'est pas le même prix. Okay, une BMW, ça coûte, allez, on va dire à peu près par rapport à une version SE sans le pack Grand Tourer, on est déjà à entre 6 000 et 8 000 euros de plus avec des équipements équivalents. Alors certes, vous avez des technologies incroyables, etc. Mais en fait, il n'y a pas bien plus de technologie que sur cette 1100 Versys SE. Ça fait cher payer selon moi. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément justifié chez BMW, mais on est quand même dans un autre niveau tarifaire. Mais quand vous faites une balade d'une journée avec des amis, est-ce que c'est vraiment justifié de mettre 6, 7, 8 000, 10 000 euros de plus dans une moto quasi équivalente, qui n'est pas forcément plus confortable, je tiens à le préciser, car celle-ci, elle est vraiment, selon moi, dans le trio de tête de la catégorie en termes de confort et d'expérience de conduite. Donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que c'est pertinent de mettre 8 000 euros de plus dans une BMW? Difficile à dire, difficile de répondre à cette question. En tout cas, si vous me demandez est-ce que cette moto est confortable? Oui. Est-ce qu'elle est sécurisante? Oui. Est-ce qu'elle est pertinente dans la catégorie des gros trails? La réponse est également oui. Première, pour être honnête, je ne pense pas qu'elle le fasse. Par contre, elle a toutes les qualités, selon moi, pour se hisser à la 2e place de son segment en 2025, grâce à ce supplément d'âme apporté par ce nouveau moteur avec plus de puissance, plus de couple et surtout des technologies qui mettent en confiance quand on achète ce genre de moto. Encore une fois, si on aime le sport, on achète une sportive, et si on aime le voyage, souvent on va choisir un trail, du moins c'est ce que font beaucoup de motards en France en 2025. J'espère que cet essai vous a plu les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification sur YouTube, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à mes comptes TikTok et Instagram, Le Vendeur Automobile, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao.